Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Chantal. Plutôt vomir que faillir, c'est un spectacle de Rebecca Chaillon que j'ai vu au TPN, le théâtre public de Montreuil. Au théâtre de la Tempête, encore plus partout, tout le temps, c'est le collectif L'Avantage du doute. Le Montespan de Jean Telet, une adaptation et une mise en scène de Salomé Villiers que j'ai vu au théâtre actuel La Bruyère. Désintégration d'Ahmed Djouder, adapté et mise en scène de Kéredine Lardjam. Deux spectacles de danse que j'ai vus à la MAC de Créteil, la Trisha Brown Dance Company et le Murmure des songes de Kader Atou. Alors, Désintégration, c'était à l'Épée de Bois, mais on reste à la cartoucherie de Vincennes pour voir Gilles ou Qu'est-ce qu'un samouraï d'après Gilles Deleuze. C'est une conception et mise en scène de Margot Eskenazi. Et un spectacle musical pour finir, Cookie, que j'ai vu au théâtre de la Huchette dans une mise en scène de Justine Henneman. Alors Chantal, plutôt vomir que faillir, c'est pas très drôle comme titre. C'est pas très drôle, mais c'est tout à fait original. C'est un spectacle destiné à un public jeune, adolescent, lycéen, collégien, jeune étudiant. C'est un spectacle avec de jeunes acteurs et ça parle de la problématique des adolescents. Et moi, j'y suis allée samedi dernier à 18h et la salle du TMP était complète et il y avait même une liste d'attente et ça fait plaisir parce qu'il y avait véritablement la rencontre avec ce public jeune. Alors sur scène, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une grande assiette qui est posée, qui couvre pratiquement toute la scène, que des jeunes vont essayer de pousser de part et d'autre et de chaque côté, alors le côté jardin, un assemblage de micro-ondes et de l'autre côté, le self d'un collège. Quand tu dis les jeunes, c'est quoi ? Il y a collégiens il y a plusieurs personnes sur scène. Alors, il y aura 4 acteurs qui vont interpréter eux-mêmes et puis en fait ils sont un petit peu comme dans la fiction. Donc c'est très drôle au début parce qu'on a un prologue et dans ce prologue on veut nous montrer un peu la situation scolaire. Donc on voit les jeunes acteurs qui sont couchés sur la grande assiette. On va faire l'appel. J'ai eu le sentiment que le prof c'était presque une intelligence artificielle. Il y a déjà un gag de répétition avec l'absence d'un des comédiens, Zachary, mais qui est tout à fait là. Il y aura une leçon d'anglais hilarante où ils répètent ce qu'on leur demande, mais sans grande conviction. C'est de la performance poétique. C'est vraiment très original, avec des envolées, j'ai envie de dire, lyriques, mais avec de la mélancolie et avec de la rage. Parce que ces jeunes-là, ils ont mal à l'âge, comme il dit. Et ils ne comprennent pas, ils comprennent plutôt que le système va pas du tout et que ce qu'ils appellent les adultosaures, eh bien, ne sont peut-être pas armés pour les aider. Donc, vous l'avez un peu compris, ça va épingler des tas de choses. Et comme ils sont mal dans leur corps, comme ils ont la question du genre, comme ils ont la question de la bouffe, et la bouffe, c'est un motif obsessionnel chez Elisabeth. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va voir ces grands couverts, mais qui sont très grands et qui modifient l'échelle de ces personnages. Alors moi, j'ai adoré la parole parce que c'est une parole
poétique, mais en même temps, il y a une démultiplication dans le narratif, mais qui prend appui sur des bases intimes, c'est-à-dire que ces 4 acteurs vont parler de qui ils sont, d'où ils viennent, de leur origine, de leur obsession. Il y en a un, par exemple, eh bien, qui, dans son adolescence, était obsédé par le manga, et on va le voir doubler. Il y en a une autre, eh bien, c'est les pop-corn, c'est la danse, il y aura une danse avec les micro-ondes. Et l'autre, Mélodie, eh bien, il faut qu'elle soit reconnue sur les réseaux sociaux, et donc ça stigmatise aussi l'écriture de ces jeunes. Et c'est constamment dans l'autodérision, dans le décalage. Alors, il y a de la bouffe, parfois c'est un petit peu dégueulasse parce qu'il y a du ketchup, il y a la cuvette des WC, ça régurgite. Et peut-être que vous le sentez, que ce vomi, eh bien, c'est en fait la métaphore de toutes ces injonctions qu'ils sont obligés de subir, injonctions scolaires, injonctions familiales et injonctions sociales. Un très beau spectacle, allez voir au TMP, et il aura une tournée. André, alors, de l'espace, du temps, etc., de la quantité, encore plus, partout, écoute, tout le temps. C'est un titre, hein. Ça s'appelle « Encore plus, partout et tout le temps ». Et donc, il n'y a pas d'auteur vraiment, il n'y a pas de metteur en scène, puisque c'est une création collective. C'est-à-dire que ce sont la troupe de l'Avantage du doute, Mélanie Bastel, Judith Davis, Servane Ducor, Claire Dumas, Nadir Legrand et Maxence Tuaille. Donc ils sont 6, il y en a que 5 sur scène, puisqu'il y en a un qui est en alternance, une qui est en alternance. C'est eux qui ont créé ce spectacle. Alors, bon, moi je ne le savais pas parce que comme je déteste savoir à l'avance rien sur ce que je vais voir. Mais je l'ai deviné. Et ça, c'est plutôt pas bien. Bon, alors, dire les choses vraiment, il y avait plein de monde, ça a été plutôt applaudi, et j'ai cru voir les critiques qui étaient assez bonnes. Bon, alors, c'est donc... ça se voit que c'est écrit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, et évidemment, ce sont des petits morceaux de bravoure pour tel ou tel acteur. Parce que quand on se fait des choses, on s'est fait un peu pour soi, on se met un peu en valeur, et donc on a l'impression que c'est plus écrit quelque part pour les acteurs, pour qu'ils se... Et effectivement, ils sont bons. Hein. Et donc il y a des moments comme ça qui sont... Mais moi, ce qui me manque, c'est une progression dramatique. C'est-à-dire que l'histoire, elle est vraiment... Enfin, c'est pas très bien. Bon, de temps en temps, il y a des personnages qui reviennent, etc. Mais voilà. Alors, la question, c'est que on va nous parler de 2 questions qui sont un tout petit peu, je dirais, au goût du jour. Hein. On a d'un côté le patriarcat et de l'autre côté l'écologie, enfin la fin du monde, quoi, hein, le réchauffement climatique. Et donc, on va essayer de... Et ça, c'était plutôt pas mal, l'idée de nous faire rire avec ça. Seulement, ça pose des questions. Parce que quand on se met trop critique sur l'un sur l'autre, on ne sait plus très bien où on est. Hein. Et donc, parfois, ça fait, effectivement, on peut faire sourire, pas tant que ça. Hein. Mais la plupart du temps, non, parce que c'est quand même des questions assez graves et qui ne sont pas forcément drôles, quoi. Je veux dire, un peu pas... Là, à l'heure de la COP28, là, hein, ça fait quand même pas trop rigoler. Le réchauffement climatique, hein, et même si... Non, mais c'est bien de prendre les choses avec humour. Bon, donc voilà, moi, j'ai pas été conquis par ce spectacle dont le fond et la forme m'ont paru un peu décalés, finalement. Attends. Chantal, tu vas nous parler du Montespan.
Moi, Oui. je dirais plutôt la Montespan. Et non, c'est le Montespan. Et c'est un spectacle qui a été monté à la Huchette. Et je vois sur la plaquette qu'il y a déjà eu 70 000 spectateurs et que c'est un triomphe. Alors j'ai voulu aller voir cette comédie. C'est un texte de T'as Jean. fait ta 70 000 unième spectatrice. Ça, je ne peux pas le dire hein, de manière très rigoureuse. Mais bon, j'ai beaucoup aimé puisque c'est l'histoire de Louis-Henri de Pardaillan, qui est le marquis de Montespan. Et on est en 1663, au XVIIe siècle, sous Louis XIV. Et donc, il est d'abord un petit peu ridicule, ce Montespan, dans sa naïveté amoureuse. Il va tomber amoureux de Françoise de Rochechouart, il va l'épouser, il est désargenté, donc il part à la guerre, il fait les guerres de Louis XIV, mais il rate tout, hein. Il lui faut de l'argent. Et puis, dans sa naïveté, eh bien, il est très heureux qu'elle soit invitée à la cour du roi Louis XIV, mais il y a des conséquences, parce que la Montespan deviendra la maîtresse de Louis XIV et il perd, lui, ce grand amour. Alors, il y a une scénographie de Salomé Villiers qui est très belle, avec un rideau de théâtre, un rideau de scène, avec des motifs d'époque XVIIe siècle. Et on va beaucoup jouer avec ce rideau. Il y a ce qui se passe à l'avant-scène, à l'arrière-scène. Alors, je ne dirai pas pour la soirée où j'y suis allée quel est le nom du comédien qui joue le Montespan et les autres, parce qu'ils sont en alternance, hein, ils sont toujours doublés. Mais je l'ai trouvé vraiment très bien. Au début, il porte une perruque, mais alors avec cheveux un peu gras, un peu ridicules. Enfin, il fait frivole et au fur et à mesure, eh bien, je trouve qu'il devient une sorte de tragédien dans la manière dont il veut essayer de récupérer sa femme. Et il est presque une figure moderne, puisqu'il va médiatiser ce qui lui arrive pour lutter contre le roi Louis XIV. Alors, c'est l'écriture de Jean Telet. Bien sûr qu'il ose les anachronismes, il ose un langage assez contemporain. Et deux autres font tous les personnages, la Montespan, pardon, mais elle est, j'ai envie de dire, presque accessoire, hein. Donc, il y aura des cuisinières, il y aura un magistrat, et ces deux autres comédiens, eux, ne sont que dans la mascarade, dans le comique de situation, dans le comique de geste. Alors j'avoue que j'ai passé une très belle soirée avec une bande-son très explicite pour donner des bruits d'époque. Donc moi je vous conseille ce spectacle au théâtre La Bruyère, le Montespan de Jean Telet. André, Désintégration d'Ahmed Djouder, et c'est une mise en scène, une adaptation de Kerdine Larjam, Épée de bois. C'est à l'Épée de bois, mais c'est une reprise, hein. C'est un spectacle qui a déjà été joué et qui est assez connu. Et déjà, le livre, c'est la première œuvre de l'auteur, d'Ahmed Djouder, est aussi un classique important, puisque c'est après 2005, hein, après cette époque-là, qu'il décide d'écrire cela. Et c'est son histoire, et c'est l'histoire, au-delà de la sienne, de tous ces enfants d'immigrés algériens. C'est la première génération française, entre guillemets. Et c'est la manière de se vivre à la fois avec ses parents, et à la fois dans ce pays, hein, en tant que Français. Et donc, c'est l'histoire finalement d'une prise de conscience, et c'est le titre, hein, Désintégration, hein, on a bien compris qu'il y avait intégration, et il y a cette espèce de révolte contre cette demande qui n'a pas lieu, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, vu d'un Français né en France, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée d'intégration. Et donc, il va réaliser, quand on lui demande s'il est... il ne sait pas quoi répondre. Oui, il est français, mais non, oui, enfin bon. Et donc, il va être obligé de repasser finalement par l'histoire de ses parents, par l'histoire de l'Algérie, hein, il a besoin de se retrouver dans la génération précédente quelque part aussi, pour pouvoir
être vraiment français. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être algérien pour être français. Et au bout de tout cela, il va effectivement arriver à se sentir bien comme il faut dans son pays. Mais c'est intéressant parce que c'est en 3 parties finalement. Il y a une première partie qui est assez critique sur sa famille, sur ses parents, mais comme il le dit, et je vais citer un passage, hein, donc à un moment donné, il dit vous comprenez que puisque vous ne les avez pas aimés, nos parents se sont arc-boutés sur leurs traditions. Si vous les aviez mieux aimés, ils auraient prêté une oreille plus attentive à vos magazines, à vos émissions radio, à Dolto. Ils auraient mieux écrit, ils auraient mieux lu, ils auraient mieux compris que dans la vie, tout est vaste, complexé, multimodal. Ils seraient sortis un peu d'une vision ethnocentrique. Donc il y a déjà cette relativité. Après, on passe quand même par le colonialisme. Parce qu'on n'en serait pas là sans le colonialisme. Et il y a une sorte de regard assez dur et vrai sur ce que c'était. Et ensuite, on revient, mais cette fois-ci, on revient avec une remise en cause, je dirais, de la manière dont sont ostracisés, finalement, même les enfants de la deuxième génération. Voilà. Donc, je trouve que c'est un bon, c'est un point de vue, mais je pense qu'il est très intéressant et il en dit long sur cette question. Évidemment, une génération, ce n'est pas beaucoup, mais quand même. Voilà. Et donc, je trouve que le spectacle est bien en plus parce que les acteurs sont tout à fait au point. Ils arrivent à jouer les différents passages du livre. Donc, c'est un très bon spectacle qu'il faut aller voir au théâtre de l'Épée de Bois. Chantal, alors, qu'est-ce que tu vas nous faire de théâtre? 2 choses à la fois. Oh là là, 2 spectacles de danse. Donc, à la MAC de Créteil. Tiens. Alors. D'abord, la compagnie Trisha Brown. Alors, j'ai vu 3 pièces pour cette compagnie. Et on dit que l'art dramatique, l'art chorégraphique est éphémère. Mais en ce moment, il y a parfois, dans des spectacles, la question de la transmission. Et j'aime bien ça, moi, parce que ça me permet de découvrir des chorégraphes que je ne connaissais pas. Alors là, la compagnie Trisha Brown a demandé à Néo Soulier, qui est au CDN d'Angers, eh bien de créer un spectacle un peu en hommage à la démarche chorégraphique de Brown. Et c'est intéressant parce qu'on voit avant une copie, non, c'est pas une copie puisque c'est une recréation, mais qui prend la démarche avant d'avoir l'original avec les 2 autres spectacles. Alors je les ai trouvés vraiment très beaux parce que c'est une danse qui semble un petit peu conçue comme une science physique. On a une réflexion mais intégrée dans le mouvement sur la gravité. On nous montre comment un geste s'ajoute. Et dans le premier mouvement de In the Fall, ça a débuté avec un duo. On avait l'impression que les 2 danseurs étaient complètement complémentaires. Et donc, moi, j'étais un petit peu subjuguée parce qu'ils étaient un peu sur place et très jolis parce qu'il y a une association entre l'harmonie corporelle et puis les couleurs. Le deuxième morceau, c'est Working Title. Et là, nous sommes vraiment avec Trisha Brown et ça prend un peu plus d'espace, plus d'ampleur et c'est très joyeux avec des costumes, des chemises bariolées et j'ai bien aimé les grandes traversées de scène qui créent aussi un certain graphisme, certaines diagonales. Et on terminera pour ce spectacle-là par Fort MJ The Movie. Et là, ils sont en combinaison couleur peau de la chair et il y en a un qui restera sans bouger pendant toute la pièce chorégraphique tandis que les autres eh bien ils sont dans la mobilité. C'est vraiment très beau. Et les bandes son, eh bien la bande son elle est j'ai envie de dire plus figurative qu'harmonieuse, donc on peut avoir des bruits qu'on pourrait considérer comme discordants, des coups de cloche, des coups de feu, des bruits métalliques. Ça sera donné le 16 décembre au théâtre Jean
en harpe. Et j'ai vu, alors Le hier, murmure des songes. le murmure des songes, en matinée. Et ça, j'ai trouvé que c'était très joli parce que le théâtre de la MAC offre à tous les scolaires de Créteil un beau spectacle de danse de Kader Atou, qui va parler de l'enfance, peut-être de son enfance et des rêves qu'on peut avoir pendant son enfance. Donc ça part d'une chambre d'enfant avec des murs peints aux motifs végétaux et bien sûr que ça va gêner les rêves. Alors Kader Atou dit une citation, l'enfance est un lieu auquel on ne retourne pas mais qu'en réalité on ne quitte jamais. Pièce chorégraphique qui crée un conte onirique, un quatuor de danseurs et danseurs, mais qui vont évoluer avec des images visuelles extrêmement belles. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une correspondance entre le corporel et l'image. C'est ainsi qu'on aura un décor visuel de mécanismes de montres et ils se déplacent, les corps, comme des montres. On aura des danseurs avec une tête de loup et ils ont le corps aussi. J'ai adoré le passage où ils soulèvent des bulles. Tout ça, c'est de l'image. Hein. Je devrais d'ailleurs citer celui qui est à l'origine de ces images, Yves Kuperbeck, et ils sont parfois enfermés dans les bulles. Donc, très beau, c'est doux et léger, visuellement, corporellement. Allez à la MAC de Créteil. André, tu es retourné au Théâtre de la Tempête. Oui, mais cette semaine, je suis resté à la cartoucherie de Vincennes. Mais c'est un beau lieu. J'étais à la Tempête, à l'Épée de Bois, à la Tempête. Et donc, j'ai vu le deuxième spectacle de la Tempête qui s'appelle Gilles ou qu'est-ce qu'un samouraï ? Alors Gilles, il s'agit de Gilles Deleuze. Je ne sais pas, c'est les années 70, on va dire. Vincennes, à gauche. La fac de Vincennes, qui était oui. dans le bois de Vincennes, Voilà. mais qui a disparu. Et puis, hein. alors donc, c'est un philosophe de gauche que je dois dire franchement, je connais pas très bien, mais bon, c'est peut-être c'était l'occasion de mieux le connaître, puisque c'est un hommage finalement que fait Margot Eskenazi à Gilles Deleuze. Alors, c'est pas facile de dramatiser la philosophie, comment dire ça. Donc, je vais essayer de décrire les choses, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. C'est la petite salle, la salle copie, et donc déjà, on n'est pas que d'un côté. Il y a c'est en cercle, et donc il y a des spectateurs des deux côtés, donc c'est bifrontal, comme on dit. Et puis, d'un côté, il va y avoir... c'est une scénographie japonaise. Donc avec des poteaux qui descendent comme ça, avec comment ça s'appelle, je ne sais pas comment dire. Des idéodogrammes, oui. Non, des kanji. Et puis avec la musique, avec une guitare à plat et quelqu'un qui nous joue de la musique. Et puis dans le public, puis ensuite sur scène, on va avoir deux personnages. L'une qui représente la metteuse en scène finalement, qui aura assisté à un cours de Deleuze sur le cinéma. Et puis Deleuze, on va dire, lui-même, qui va faire son cours, qui va répondre, qui va jouer dans ce décor. Alors, on va donc... pourquoi japonais ? Parce qu'on va avoir des extraits d'un film de Kawabata. On va avoir aussi, et c'est ce que j'ai préféré, l'interprétation de la Ballade des pendus de Villon. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis donc, tout ce discours philosophique sur l'art, la philosophie, les concepts. Et alors là, je suis complètement paumé, parce que ma philosophie comme ça, j'y comprends pas grand-chose. Voilà. Donc, ça m'a paru incroyable. Enfin, je sais pas. J'ai pas compris comment ça fonctionnait les choses, j'ai pas bien compris. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on avait des images cinéma ? Pourquoi ce discours de Deleuze ? Après, j'ai été regarder sur Wikipédia Deleuze quand même, et puis je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui est le plus intéressant, ou peut-être que c'était sous une forme trop ramassée, je ne sais pas. Il s'est intéressé aux samouraïs au Japon, Deleuze ? Il faut croire que oui, j'en sais rien du tout, mais si tu veux, je pense que d'un côté, c'était un discours sur l'art, quelque part,
puisque, oui, on a cette... ça m'a agacé, ça, d'ailleurs. Enfin, on a... L'art, c'est la résistance. La résistance, la résistance contre la mort, c'est ce qui résiste à la mort, comme dirait Malraux. Et puis la résistance aussi, alors c'est vrai que Deleuze est fils de résistant, en vérité quand même, mais comment dire, bon, alors peut-être que j'aurais voulu trouver ça, la scénographie. Il y avait peut-être de la beauté, de l'esthétique dans cette scénographie, et c'était peut-être cette beauté qui pouvait justifier ce discours. Mais alors, là encore, c'était plein, c'était pas mal applaudi, et la critique est très bonne. Donc moi, je commence à me poser des questions. Je pense peut-être que je prends un peu de l'âge, je n'arrive pas vraiment à tout suivre, à tout comprendre. Mais enfin voilà, ça m'a aussi un peu... Ça m'a paru... ouais. Peut-être prétentieux, je ne sais pas, mais bon, ça m'a pas plu. Bon, voilà. C'est comme ça, mais faites-vous votre avis, après tout. Chantal, tu termines par Cookie. Cookie, spectacle musical que j'ai vu. Ça se mange ? Non, pas du tout, c'est un surnom pour une actrice, pour une écrivaine, pour une gogo danseuse. Cookie Muller, que je ne connaissais pas. Donc j'étais un petit peu déroutée au début parce que justement je n'avais aucune information sur ce personnage, mais c'est quelqu'un de très représentatif dans les années 70 et 80 aux États-Unis de la culture, de la contre-culture américaine. Alors je dirais qu'il vaut mieux peut-être avoir pris connaissance, mais ça me permet, moi j'aime bien aller au théâtre justement pour découvrir de nouvelles personnalités et pour jouer ce personnage, cette personne qui était un personnage, eh bien il fallait une actrice de très belle tenue avec beaucoup d'envergure et heureusement il y a Éléonore Arnaud, elle est flamboyante, elle est dynamique. Et elle est vraiment, elle parle sans tabou, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Elle est accompagnée de son partenaire Valérian Béard-Boulet, qui va être, elle nous le présente, d'ailleurs elle casse parfois le 4e mur, elle nous le présente comme son pote, son mari, etc. Toutes ces rencontres, et ça fonctionne très bien, il y a quelques chansons, et moi j'ai beaucoup aimé l'alternance entre quelque chose de très tonitruant et puis parfois des moments beaucoup plus doux parce qu'elle va nous parler de son amour. Elle s'est mariée avec Vittorio Scarpati, le créateur de bijoux, et là il y aura la chanson Ti amo et elle nous raconte une histoire du taureau Ferdinand qu'elle disait à son petit garçon Max. Donc moi j'ai passé une très belle soirée pour cette femme rebelle au théâtre de la Huchette. Là, ça se donne encore. Bien sûr, ça vient de démarrer. Ah, ça vient de démarrer. Donc, Cookie, spectacle musical. Je vous ai parlé de Gilles, ou Qu'est-ce qu'un samouraï, d'après Gilles Deleuze, que j'ai vu au Théâtre de la Tempête. La compagnie Trisha Brown in the Fall, working title for MJ The Movie, que j'ai vu à la MAC de Créteil, et aussi Le Murmure des Songes, Kader Hadou, que vous pouvez encore voir, je crois que c'est jusqu'au 22 décembre, dans ce même lieu. Un spectacle intelligent et intéressant, des intégrations d'Ahmed Djouder, que j'ai vu à l'Épée de Bois. L'œuvre d'Ahmed Djouder, mais ça a été mis au théâtre par Keredine Larjam. Un petit modèle de théâtre, le Montespan, avec un très beau texte de Jean Telet, et puis du théâtre, des acteurs. C'est une adaptation et mise en scène de Salomé Villiers pour présenter la figure du Montespan. Encore à la Tempête, encore plus, partout, tout le temps, c'est le collectif L'Avantage du Doute. À aller voir, plutôt vomir que faillir, un très beau spectacle de Rebecca Chailloux au TPM, au Théâtre Public Montreuil, et qui sera en tournée. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales, c'est-à-dire dramatiques. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.